Les politiques de remise, ce sont des armes très puissantes pour conclure des deals. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est de donner une remise comme ça. Voilà. Ok, bon, je vous donne 10%, je vous donne 20%, parce que je vous aime bien. Jamais, 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 jamais. Bonjour et bienvenue dans Masters of Tenders, le podcast qui vous dévoile le secret des entreprises, maîtres dans l'art de répondre aux appels d'offres. Je m'appelle Ayoub Beni, le CEO et le cofondateur de Tender Crunch. Ma mission, dénicher des idées et méthodes concrètes à appliquer immédiatement dans votre business et le booster grâce aux appels d'offres. Vous êtes prêts? Allons-y. Bonjour Laurent David. Salut. Je vous présente aujourd'hui dans Master of Tenders l'expert en pricing que je connais et franchement, j'en connais pas beaucoup aussi experts que lui en termes de stratégie de pricing, que ce soit pour du SaaS ou pour du service. Et je vous présente du coup Laurent David. Laurent David, je te laisse le terrain. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Merci beaucoup Ayoub pour cette invitation. Alors je suis le cofondateur de Gimme5, c'est une société SaaS qui fait pas mal de services et nous sommes des experts en ce qu'on appelle le value-based pricing et value packaging. Donc nous aidons les entreprises à mieux packager leurs valeurs et mettre un prix dessus. Et la particularité, c'est tout basé sur base de la valeur perçue de leurs prospects et de leurs clients. Donc j'ai cofondé ça il y a quelques années et on a levé un peu de fonds. On a commencé par être un cabinet de conseil, on a levé des fonds et de fil en aiguille on a développé un SaaS qu'on utilise bien aujourd'hui. Super. Et qu'est-ce qui t'amène du coup, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'amène vraiment dans ce milieu du pricing? Ah ouais, donc alors c'est une histoire un peu particulière. Je peux pas dire que je rêvais de devenir expert en pricing quand j'étais plus jeune, pas du tout. Donc à la base, j'ai fait une formation d'ingénieur en aéronautique aérospatiale. Donc ça s'entend peut-être à mon accent, mais je suis de Bruxelles. Donc j'ai fait Polytechnique à Bruxelles. J'ai fait une spécialisation en passant 2 ans à Toulouse, la mecque de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Et à la fin de mes études, j'ai rencontré un partenaire d'un grand cabinet de conseil qui s'appelle Simon Cuchin Partners. Voilà, il y a eu un bon fit. Il m'a proposé de faire mon stage de fin d'études à Paris, dans ce cabinet, de tester quelque chose de différent. J'ai accepté et je me suis donc retrouvé à Paris et ma première mission, c'était pour Cartier. Les bijoux, gros projet international et voilà, j'étais jeune, 23 ans et je comprenais pas comment moi je pouvais aider une si grande enseigne sur le pricing. Je pensais que voilà, tout était parfait et non, au final on a fait la mission, ça s'est très très bien passé. De fil en aiguille, on a aidé 2 entreprises et j'ai adoré mon stage. J'ai réalisé la puissance en fait du pricing et vraiment en particulier du value-based pricing, de comment en mettant un bon prix sur les choses ou en packageant mieux les choses et en mettant un bon prix dessus, en fait, on pouvait avoir un impact sur les gens, leurs décisions et du coup, sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, le profit de l'entreprise et beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais aussi sur la product roadmap, les services. Et donc j'ai énormément appris et j'ai adoré avoir autant d'impact. Donc au final, ça m'a plus trop quitté. Et voilà, quelques années plus tard, je suis encore dedans. Et du coup, c'est comme ça que t'es tombé dans la soupe du pricing, quoi. Et qu'est-ce qui t'amène du coup à Give Me Five? Déjà, Give Me Five, vous faites quoi exactement? Alors Gimme5, on a une proposition de valeur qui se compose de 2 choses. Tout d'abord, on a développé notre propre SaaS qui se compose lui de 2 produits. On a un produit qui est gratuit, et à vrai dire, il est même utilisé par Calendly, donc on est assez fiers de ça. Et ça s'appelle le Smart Builder. C'est un outil qui est utilisé par toutes les personnes qui sont responsables du packaging ou du pricing. Donc dans toutes les entreprises, il y a bien un responsable, quelqu'un qui s'est cassé la tête sur le packaging et le pricing. Parfois c'est une personne, parfois c'est un comité. Et les réflexions autour du packaging et du pricing peuvent être parfois très très compliquées. Ça peut être des longues réunions, on peut tourner en rond, on peut prendre des mauvaises décisions. Et on a développé un outil un peu no-code qui facilite les réflexions et les prises de décision. Donc il n'y a plus besoin d'être un génie d'Excel ou de PowerPoint. C'est un peu comme résoudre un Rubik's Cube en quelques secondes. Donc et généralement les gens qui savent pas faire un Rubik's Cube, ça leur prend quelques heures. Mais on a développé vraiment un chouette outil qui facilite les discussions et les prises de décision. Ça c'est gratuit. Et on a l'outil payant qui s'appelle le Smart Seller, parce qu'une fois qu'on a réfléchi au packaging pricing, il faut équiper les commerciaux de bons outils pour pouvoir défendre la valeur et les prix. Et aujourd'hui, la plupart font ça dans des PowerPoints, puis avec des longs PowerPoints, des slides, puis il y a la slide de prix. C'est assez statique.
quand vient cette question de prix, ils disent bon, ben c'est pour discussion, je vous envoie un devis plus tard, on fait un deuxième meeting, un troisième meeting. Et nous, on s'est inspiré de ce qu'on voit beaucoup dans le B2C. On a fait des configurateurs d'offres interactifs. Ça s'appelle le Smart Seller. Et du coup, ça permet de pitcher la valeur et les prix en même temps. Et en fait, on co-crée l'offre avec le prospect et ça permet de réduire le nombre de meetings de l'ordre de 75%, la longueur des réunions aussi de 25%, d'augmenter les taux de conversion et aussi d'augmenter le panier moyen parce que les prospects voient mieux la valeur et acceptent des points de prix plus élevés en général. Et ça, c'est le Smart Seller. D'accord, très clair. Donc là, depuis tout à l'heure, tu parles de valeur et de prix. Et du coup, ce qui nous amène à, même, tu vois, dans les appels d'offres, qui est un peu mon domaine, c'est vraiment un point qui est très, très important. Ouais. La valeur perçue par le client, que ce soit dans les appels d'offres publics et privés, est très importante et c'est ce qui va justifier le fait qu'on va être choisi. Mais du coup, quand toi tu parles de valeur et de prix, enfin, c'est comment, c'est quoi la différence? Vas-y. Oui. C'est-à-dire quoi la valeur? Alors, Ouais, ça veut dire quoi la valeur? c'est la question à $1 million. C'est quoi la valeur? Donc, pourquoi est-ce que tous les jours, il y a des transactions entre deux entreprises? Pourquoi une entreprise achète à une autre? Pourquoi est-ce qu'on achète une solution? Pourquoi est-ce qu'on achète un service? C'est parce que, voilà, on revient un peu aux bases du commerce, c'est l'échange. J'ai de l'argent, tu as quelque chose dont j'ai besoin. Et donc, de fil en aiguille, il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal elles-mêmes à formuler la valeur. Dire pourquoi est-ce que les gens achètent, est-ce que voilà quelqu'un qui vend des fonctionnalités, du software, du SaaS, est-ce que les acheteurs achètent pour les fonctionnalités ou achètent pour les résultats que ces fonctionnalités permettent d'obtenir, et ou un mix des deux. Et ces résultats sont de quelle nature? Est-ce qu'on achète par exemple une belle boîte française Lemlist, qu'est-ce qu'on attend de ce genre de solution? C'est d'avoir des leads qualifiés qui vont amener du chiffre d'affaires. Mais ce qu'on attend aussi de ça, d'une solution comme Lemlist, c'est passer moins de temps à manuellement encoder des informations, à construire sa propre solution. Donc c'est aussi des économies. Le gain de temps veut dire des économies de coûts. Et donc la valeur, c'est un ensemble de couches en fait. On peut souvent le visualiser sous la forme d'une pyramide. Tout en haut de cette pyramide, il y a ce qu'on appelle les bénéfices. Donc c'est très très high level. C'est souvent les mêmes, hein. Donc on paye pour gagner plus d'argent, avoir plus de leads. On paye pour réduire les coûts. On paye pour gagner du temps. On paye pour de la tranquillité d'esprit. Donc parfois, pourquoi est-ce qu'on fait des team building aussi, ou parfois c'est ou pour de la quiétude. Enfin, donc il y a souvent les mêmes bénéfices qu'on attend quand on paye pour quelque chose, mais parler que très high level en haut de cette pyramide, c'est pas suffisant. Donc parfois, faut rentrer dans du concret. Et donc expliquer le avant-après, des changements d'état. Donc vous pouvez prendre des meilleures décisions d'achat qui vont faire gagner plus d'argent grâce à des dashboards, grâce à des alertes, grâce à des notifications. Vous allez gagner du temps grâce à de l'automatisation, grâce à une intégration native, grâce à de l'AI. Vous allez gagner du temps, ou vous allez réduire le nombre d'erreurs. Donc, on descend d'un cran dans la pyramide à l'heure avec des éléments plus concrets. On appelle ça des capabilities, voire des fonctionnalités. Et en fait, c'est extrêmement important de pouvoir bien comprendre sa pyramide de la valeur pour pouvoir bien la packager, montrer les bonnes choses sous le bon angle à chaque prospect. Et quand on montre les choses sous le bon angle à chaque prospect, ça devient beaucoup plus facile de défendre un prix, parce qu'au final, en B2C, on entend souvent parler du rapport qualité-prix. En B2B, c'est le rapport valeur-prix. Et quelqu'un va voir le prix ou le montant, 5 000, 10 000, 100 000 euros, et il va regarder la valeur, mais il faut qu'il comprenne très bien cette valeur. Il faut pas qu'il ne voit qu'une juxtaposition de fonctionnalités, il faut qu'il comprenne les bénéfices qu'apportent ces ensembles de fonctionnalités. À quoi sert le gain de productivité, le gain de collaboration, le gain de visibilité? À quoi servent les intégrations? Voilà, de nouveau, gain de coût, gain d'argent. On fait le ratio, et donc voilà, tout est lié, mais ça doit être très très bien formulé à tous les niveaux. Ok. Du coup, ce qui m'amène à ma prochaine question. Comment valoriser mon offre pour justifier le meilleur des prix? Et selon toi, comment on peut faire ça? Ouais. Alors, selon moi, faut trouver un équilibre. Donc, je parlais de cette pyramide de la valeur. Les excellentes offres ont un bon équilibre de chacune de ces couches. Ça doit être très très clair. Ça doit être
une très bonne synthèse. Ça doit tenir parfois en quelques lignes. C'est pas évident à faire, hein. Mais quand on regarde par exemple beaucoup de pricing pages en ligne de boîtes SaaS, les bonnes, elles ont le bon équilibre entre elles expriment les bénéfices, elles expriment ce qu'on appelle les capabilities, elles expriment les fonctionnalités, mais aussi parfois avec des petites descriptions, voire des petites images, des petites vidéos qui rendent la valeur vraiment assez évidente à comprendre. Et donc il faut cet équilibre d'éléments. Il faut être complet, il faut être précis. Il faut parfois ne pas être trop technique. Je vois trop de fournisseurs de services ou de sociétés dans la tech qui décrivent les éléments de valeur de manière beaucoup trop technique et ne parlent pas le langage de leurs prospects. Du métier, ouais. Exactement. Et ça, c'est super important. Et parfois, on pense que l'autre va te comprendre, ou parfois on pense qu'il faut être dans le technique, faut écrire des longs pâtés, des pages et des pages très techniques, d'expliquer le comment, le pourquoi, des schémas fonctionnels, etc. pour voilà, montrer un peu toute sa science, montrer qu'il y a eu beaucoup d'investissements pour défendre le prix. Et c'est pas des bonnes approches en fait, assez souvent. On se met dans un mode défensif pour justifier un prix, dire on a dû faire des gros investissements, alors qu'il est possible d'avoir des offres très synthétiques et plus axées sur la valeur, donc les impacts qu'on va avoir du côté des clients, le bon équilibre, parler leur langage, ça crée la confiance. Quand les gens comprennent, ils disent ah, ce prestataire a compris comment me parler. Ça crée de la confiance. Okay. Alors que voilà, si on parle trop technique et il voit pas que je comprends pas grand chose, voilà, je me vois pas me projeter avec lui. Donc c'est le choix des mots. J'appelle ça le value selling. Le choix des mots, le nom des packs, le nom des tâches, le nom des livrables, le nom des fonctionnalités et les descriptions qui sont attachées. Ça doit être clair, limpide. On doit pouvoir en parler dans un bar auprès d'un ami. Il faut un peu cette vulgarisation. Ça crée vraiment de la confiance et vraiment, il est possible d'aller défendre des prix ou des budgets très 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 élevés avec des offres au final claires qui font pas des pages et des pages et des pages. Donc la vulgarisation fait partie de la partie value packaging. Oui, value selling. Value selling. Donc, oui, c'est ça. C'est quoi la différence? Tu peux ouais. Value packaging. On va parler de pizza. Ça va? Très bien, moi j'aime bien. Voilà. Donc voilà, si on regarde un peu mes posts sur LinkedIn, j'aime bien vulgariser en utilisant on va dire de la junk food. Parfois ce sont les hamburgers, parfois ce sont les pizzas. Mais typiquement, il y a beaucoup de sociétés quand elles font des propositions, que ce soit appel d'offres ou pas. Ils font ça dans des documents PowerPoint ou dans des Word ou d'autres solutions. Elles vont dire bon, j'essaie de vendre une pizza et au final, quand on regarde, on dirait qu'elles vendent une recette. Pourquoi? Parce qu'on va voir, bon, il y a eu besoin de 100 grammes de farine, d'un demi-verre d'eau, d'un demi-verre de lait, autant de grammes de beurre, autant de grammes de sel, de la levure et en fait, c'est une longue liste d'ingrédients. Il y a les NutriFacts, voilà, ça a autant de calories, autant de protéines, et c'est long, ok, mais moi je veux juste une pizza, hein. Et t'es en train de me vendre, et tu me dis alors étape 1 on a fait ça, étape 2 on a fait ça, puis on a mis au four, et puis on a disposé ça, et puis on a sorti du four, et on va faire ça, et ça va passer dans les mains d'un tel, et puis d'un tel, et puis d'un tel. Oui, ok, mais moi je veux une pizza. Et donc, ça, je vois beaucoup des offres comme ça qui on parle pas le langage de l'acheteur et on est très donc ça c'est un exemple très concret et donc ça c'est du value selling. C'est qu'est-ce qu'on décrit, qu'est-ce qu'on montre, est-ce qu'on montre des images ou pas, dans quel ordre on montre les éléments. Ça c'est du value selling. Le choix de la communication. Le value packaging, c'est attends, juste pour revenir sur le value selling. Donc, le value selling, c'est un peu segmenter son offre et la nommer. Enfin, c'est juste la partie où je vais le faire dans l'autre sens. Oui. Le value packaging, on va dire, le value packaging, c'est on a tous les ingrédients sur la table, il faut faire une pizza. Mm-hmm. On va faire le choix de prendre chaque ingrédient dans une certaine quantité. Et on va packager, je vais designer ma pizza. Oui. Et et on peut faire des grosses erreurs et je sais pas, on peut faire une pizza au café. Voilà, parfois c'est où on fait une pizza avec voilà, beaucoup de sans fromage. Oh, pourquoi pas?
Donc, Oui. alors que les gens s'attendent à une pizza, il y a d'office de la sauce tomate et du fromage. Et donc, pour beaucoup d'entreprises, il y a des grosses erreurs de value packaging. On se rend pas compte quand on a plein de fonctionnalités ou plein de tâches de service. Quand on fait des propals, des offres, ben on met un peu ces ingrédients en pensant bien faire et on peut très Cumule. rapidement, voilà, on peut Oui. très rapidement faire une erreur qui à nos yeux, comme on baigne dans tous les tâches ou toutes les fonctionnalités, ok, mais en fait c'est une erreur grosse comme un éléphant au milieu du couloir du point de vue du prospect, en mode elle est bizarre cette pizza au café ou elle est bizarre cette pizza sans fromage et Oui. ils vont peut-être pas l'exprimer, mais ça c'est des erreurs de packaging. C'est assembler tous ces éléments constitués de la valeur d'une bonne ou d'une mauvaise manière. Et là, il y a plein de modèles de packaging. Donc, le grand classique qu'on voit dans les boîtes ça, c'est 3 packs. Et on a plein de fonctionnalités, mais qui ont été packagées d'une certaine manière. En Oui. général, quand les deals sont un peu plus gros, c'est moins des packs, c'est un peu plus du à la carte ou du custom, et on va puiser. Et du coup, c'est une gymnastique du côté du commercial, de l'équipe commerciale, de faire une proposition commerciale avec les bons ingrédients, en espérant que ça plaise, que la pizza plaise. Mais voilà, peut-être il y a trop de fromage ou pas assez de fromage, ou donc c'est une gymnastique pas évidente, Oui. surtout quand on a beaucoup d'éléments de designer, de packager la bonne pizza. Le value selling, on a peut-être la bonne pizza. On a peut-être fait le bon choix des ingrédients. Peut-être tout ça est très bon. Et il faut simplement dire, on vous a fait une pizza margherita, mais tellement délicieuse, avec des Incroyable. tomates, voilà, avec des tomates fraîches, avec la mozzarella, vraiment, Ok. très, très, très fraîche. C'est même de la bufala, elle est fondante et, voilà, une petite touche de basilic, et de l'huile et un tout petit peu d'huile de truffe. Vous allez, Ouais. voilà, ça va être incroyable. Et parfois, les acheteurs, ils veulent juste entendre ça, et la pizza, ils la payent 20 euros, et ils veulent passer un bon moment, bien manger. Oui. Et souvent dans le service, dans la tech, ce que je vois, c'est des offres où on décrit tous les ingrédients, et on oublie complètement de bien parler de la pizza. Donc ça, c'est des erreurs de value selling. D'accord. Donc là, le value packaging, si je dois reformuler, c'est vraiment, on va dire, c'est tout ce qui est, c'est toutes les options techniques, mais qui sont regroupées de manière cohérente, la plus cohérente possible. Donc il y a un Ouais, travail à faire pour ouais, bien le regrouper, pour que ça ait du sens pour chaque prospect qui choisisse sa bonne verticale. On est d'accord? totalement. Par contre, le value selling, c'est tout l'accompagnement et la perception que le client va avoir de ces packs-là. Exactement. Ok. Exactement. Et ça se traduit avec quoi? C'est le choix des mots, le choix des couleurs, c'est, comme je disais, voilà, c'est une pizza qui est très délicieuse, savoureuse, avec, Ok. on va décrire certains éléments on sait sont importants, ou ça a été fait avec des tomates fraîches. Voilà, je veux pas dire que il y a du sel, du poivre, que j'ai pris de la farine en autant de quantité, que j'ai pris un peu d'eau, que j'ai mis ça au four pendant X minutes à telle Ok. température. C'est le choix. Faut faire une sélection des bons mots, C'est le des bons, storytelling. c'est du storytelling. C'est vraiment du Ok. storytelling, c'est value selling, c'est vendre la valeur. Donc d'abord il y a l'étape, on package, on fait le bon choix, puis quand on est face au prospect ou sur un site internet, il faut qu'il voit la valeur, que Direct. ça très rapidement, oh, ça a l'air délicieux. Ça c'est le Oui. plus gros, ça c'est vraiment le plus gros du travail dans le pricing, le plus gros du travail. En fait, c'est d'abord le value packaging. Si on se trompe dans le value packaging, c'est mort Peu pour le importe ce qu'on fait, pricing. ça marchera pas. Peu Ok. importe. Mais bon value packaging, bon value selling, et là, la question de défendre les prix devient beaucoup, beaucoup plus simple parce qu'on a bien travaillé sur le rapport, la perception de la valeur et la perception du prix. Et du coup, Ok. si on a bien fait ça, on peut être s'il y a un appel d'offres et qu'on est en concurrence avec d'autres, on peut le plus cher et gagner. Parce que les acheteurs vont, le prix est important. Le prix peut être le premier facteur, Critère. le Ouais. premier critère peut avoir du poids, mais c'est pas parce que c'est le critère qui a le plus de poids que ça veut dire que c'est le seul critère. C'est ça que souvent il y en a plein qui se trompent en disant bon ben en fait le prix c'est le critère le plus important, ça veut dire qu'ils vont prendre le moins cher. Non, c'est un critère important. Ils vont faire un rapport valeur-prix. Et si vous êtes le prestataire, je sais pas, qui peut délivrer, voilà, ils font un appel d'offres et c'est une mission qu'il faut faire et qu'il y a, je sais pas, plusieurs prestataires et qu'il y en a un qui peut délivrer en 3 mois et que vous pouvez délivrer en 6 semaines et que derrière ça permet d'enchaîner pas mal de choses. Oui, vous pouvez avoir un taux journalier 10 ou 20% supérieur parce qu'après le montant total est inférieur. Donc Mm. donc ça c'est aussi important quand on parle de prix.
là aussi, il y en a plein qui se trompent un peu dans leur stratégie de prix ou dans leur modèle de prix. De nouveau, hein, faut penser à la perception des acheteurs. Et souvent, il y a une perception à deux niveaux. Il y a la perception au niveau du prix unitaire. Et très souvent dans les services, on parle de taux horaire, de taux journalier. Ouais. Donc, voilà, les gens comparent. Mais faut aussi parler de budget. Donc, si quelqu'un, voilà, on facture à 150 € de l'heure et quelqu'un d'autre facture à 100 € de l'heure, mais qu'il lui faut 2 fois plus de temps, quel est le meilleur deal? Oui. Et donc, ça, faut faire attention à pas tomber dans les pièges de comparaison. Et là, faut aider aussi un peu l'acheteur à bien comparer les choses. Et si il a juste une ligne taux horaire au taux journalier, ben oui, à 150 € l'heure par rapport à celui à 100 € l'heure, on risque de pas avoir le deal. Mais si on parvient à dire ça fait 5 ans que je fais ça, je suis équipé, je suis digitalisé, j'utilise des Notion, de l'automatisation, j'ai pas peur de le dire, je l'utilise de l'AI, et c'est ça qui fait que je suis très très efficace et je suis en moyenne 2 fois plus rapide que des prestataires de la même catégorie. Ce qui fait que oui, le taux horaire est supérieur, mais le budget total, mon estimation, vous pourrez avoir vos résultats plus rapidement et un budget total inférieur à des concurrents. Et ça, faut exprimer ça d'une manière ou d'une autre, mais faut mettre le dictionnaire sous un prisme où il compare les choses de la bonne manière. Dans les bonnes conditions pour comparer. Il va pas juste voir un TJ qui est 25% moins cher et il va le sélectionner. Il faut lui dire que ouais, ok. Mais du coup, pardon, vas-y. Mais donc c'est ce qui est encore plus compliqué dans le B2B. C'est quand on discute avec des sociétés où il y a des comités de direction, où il y a une chaîne un comité de décision ou une chaîne de décision. Donc parfois, voilà, on va parler à une équipe et puis derrière il y a le procurement ou d'autres. Donc et c'est là que le value selling, le value packaging et le value selling sont aussi super importants de manière écrite, dans des slides, dans des words, peu importe, parce que les personnes à qui on va pitcher doivent pouvoir reproduire un peu tout ça, ce pitch en interne. Oui. Et si on fait des offres trop complexes avec tous les ingrédients très techniques, etc., ils arriveront jamais à défendre aussi bien que. Et donc c'est pour ça que cet effort de packaging, de value selling, venait avec des mots forts qui marquent les gens, les ambassadeurs ou les champions, pour qu'ils puissent à un moment dire j'ai pas tout compris, mais ça va nous faire gagner 25% en itération, ça va réduire nos erreurs de 50%. Ils ont vraiment une AI, ils ont une automatisation, une intégration, et ils ont un dashboard assez incroyable avec des alertes et des notifications. Alors j'ai pas tout compris comment est-ce qu'ils ont fait, mais waouh, ça a l'air incroyable. Et oui, c'est peut-être 50 000 €, mais on va tellement gagner là-dessus. Il va avoir un ROI de x3, x4, x10 en tel laps de temps. Et voilà. Donc et ça, je vois plein d'offres où on se perd dans fonctionnalité, process, etc. Et on noie le prospect dans tout ça. Des détails inutiles, quoi. Oui, et on oublie le top de la pyramide de la valeur. Et donc, de nouveau, il faut cet équilibre. Il faut parler des ingrédients, comme j'ai dit, les tomates, la mozza. On peut pas juste dire vous avez passé un bon moment à manger une pizza. Non, faut venir avec les bons ingrédients, les bons éléments qui marquent. Et après, oui, la pizza, on va la vendre 20, 25 €. Bah, c'est ça qui m'amène du coup à ma prochaine question. Donc, comment une entreprise peut établir une bonne stratégie de pricing du coup? Oui. Alors, ce qui est une bonne stratégie de pricing, alors il y a stratégie et approche. Alors, dans le pricing, il y a 3 grandes approches. Il y en a même une 4e. Qu'est-ce que j'entends par approche? C'est quelle est la base? Quel est le point de départ? Comment est-ce qu'on se construit son modèle de prix? C'est quoi la référence? Donc, les 3 approches, l'approche la plus connue, s'appelle le cost-based pricing. On a sa structure de coût. On la connaît, plus ou moins. Et on se fixe un objectif de profit, de rentabilité. Et du coup, sur base de la structure de coût, on a un logiciel de marge, on établit son prix. Très, très simple. C'est très courant dans les sociétés de produits, aussi dans les sociétés services, c'est très compliqué dans les sociétés SaaS. Donc, ça implique de bien connaître sa structure de coût.
Très souvent, ceux qui font ce genre de modèle-là sont les entreprises les moins rentables parce que elles réalisent pas qu'elles pourraient gagner plus. Deuxième approche, c'est le competitive based pricing. Donc, c'est établir ses prix sur base de la concurrence, des prix de la concurrence. Ça implique qu'il faut connaître ses concurrents ou les alternatives. Il faut bien se positionner en termes de valeur parce que parfois on peut avoir des concurrents mais ils font pas exactement la même chose, voire des choses très très différentes. Avoir les prix des concurrents et puis même quand on a tout ça, on va dire dans un Excel, ben faut se positionner. Est-ce qu'on est le plus agressif? Est-ce qu'on est au milieu? Plus cher. Puis il y a la troisième approche qui est le value-based pricing dont j'ai déjà parlé. C'est établir un prix sur base de la valeur perçue et ça implique de comprendre finement cette fameuse valeur perçue. Pourquoi est-ce que les clients achètent en fait? Qu'est-ce qu'ils attendent? Quel genre d'impact ils attendent? Et comment est-ce qu'ils font dans le B2B? Comment est-ce qu'ils font leurs calculs, leur business case, leur ROI, leur retour sur investissement? Comment est-ce qu'ils disent, ça va nous permettre de gagner une ressource. Ça nous permet de ne pas travailler qu'un certain type de consultant. Ça nous permet de gagner autant. Et comment faire ça en tant qu'entreprise? En tant qu'entreprise, donc concrètement, comment faire ça, c'est un peu de l'A/B testing. Hein. Donc la vérité, donc dans ces trois approches, pourquoi je promets le value-based pricing, la vérité, elle se trouve pas dans la tête d'un expert, elle se trouve pas dans la tête des concurrents, elle se trouve pas dans les coûts, elle se trouve dans la tête des prospects et des clients. On dit le client est roi, donc faut aller chercher ça dans sa tête à lui. Et donc faut le faire parler. Ouais. et donc passer du temps avec lui, quoi. Faut passer du temps avec lui et en pitch commercial, j'apprends beaucoup à des commerciaux au lieu de simplement pitcher, de faire du value selling et bien parler de la valeur et bien parler des prix. Il y a des techniques pour faire réagir les prospects. Et en fait, les techniques, c'est proposer deux options. Donc, est-ce que tu préfères une petite voiture pas très spacieuse noire ou une grande voiture, t'as l'espace pour ta famille rose au même prix? Ok. Et là, on comprend est-ce que la couleur c'est un critère important ou pas, ou la taille, ou le prix. Et en fait, en quelques questions, il y a moyen de faire. En réalité, c'est un peu plus complexe, il y a plus d'éléments différenciants, mais on peut faire parler le prospect d'éléments vraiment importants, de comprendre comment lui perçoit la valeur. Qu'est-ce qui est important? Comment est-ce que lui fait le lien entre telle fonctionnalité et un impact dans son business? Grâce à ça, je vais gagner du temps, ou grâce à ça, je vais gagner plus, ou grâce à ça. Il faut le faire parler. C'est une bonne discovery. Une discovery. Mais chaque pitch commercial, en fait, il y a moyen d'apprendre quelque chose. Donc, il y a des petits process. Enfin, faut connaître les petites techniques pour faire parler, noter ce qu'il faut. Et voilà, il y a des entreprises qui font 10 pitchs, 50 pitchs, 100 pitchs par mois, mais en quelques mois, et voient tout d'un coup beaucoup plus clair sur qu'est-ce qu'il faut changer au niveau du packaging, du pricing. Voilà, tout d'un coup, les prospects vont dire, elle est quand même bizarre votre pizza au café. Ou, ouais, elle a quand même beaucoup de fromage, votre pizza. Ou, vous me proposez entre pizza avec beaucoup de fromage ou avec du café. Et donc, les prospects, on voit énormément de signaux qu'il y a des choses qui vont pas, qu'on peut améliorer. Et ça peut être assez incroyable parce que, oui, il y a des projets où en quelques semaines ou en quelques mois, on réalise qu'on peut pas gonfler les prix de l'ordre de 10, 20 ou 30%, mais qu'on peut doubler, tripler les prix. C'est assez incroyable quand on comprend simplement comment changer la recette, le value selling. Et tout d'un coup, les clients voient des choses qui étaient là, mais qui étaient pas bien formulées. Et en fait, waouh, ça c'est pas cher. Ok, on augmente le prix, on augmente le prix, on augmente le prix, jusqu'à ce qu'à un moment, le taux de conversion baisse. Mais donc il faut, en gros, pour répondre à ta question, comment avoir cette bonne approche, c'est apprendre. C'est vraiment une philosophie de comprendre la valeur perçue et le pricing découle de ça, tout simplement. C'est assez magique, mais il faut être obsédé par ça. Donc une démarche, on va faire une découverte client, avec les démos, on note tous les ressentis qu'on a fait, on a à la fin on a de la data et avec cette data potentiellement faire du coup du value packaging, les packages qui pourraient correspondre à notre clientèle et ensuite sur ça se poser et réfléchir avec les verbatim des gens qu'ils ont dit, partir sur cette partie value selling et l'histoire et le storytelling qui va avec. Et ça, chaque entreprise doit se poser sur ça, selon toi. Ah oui, vraiment. Oui. J'ai fait. Ça monte, mais je crois que j'ai passé le cap des 750 projets là les 5 dernières années. Donc j'en ai vu beaucoup, quasiment grande majorité en B2B. Donc non, c'est assez magique. Donc
faut oser, faut avoir quelques déclics, faut tenter et une fois que ça réagit bien, ben on continue et puis vraiment c'est un cercle vertueux. Mm. Et au final, bon, les ventes sont plus simples, c'est du voilà, en tant qu'acheteur, en fait, c'est aussi simple que ça. En tant qu'acheteur, on n'aime pas les trop longs meetings commerciaux. On n'aime pas quand c'est pas clair. On n'aime pas qu'on nous fasse du suspense sur le prix. Donc c'est voilà, allons droit au but. Ok, on a compris. Si on est en meeting, on est déjà à moitié convaincu. Donc Oui, voilà, aidez-nous un peu à mieux comprendre les impacts. On monte dans la pyramide de la valeur et et c'est de nous acheter. combien. Mm. Et voilà, c'est quoi le retour. Donc dans la technique, je voudrais ajouter quelque chose. Euh, donc oui, c'est faire parler les prospects. J'ai une autre technique, j'appelle ça des ROI calculators. Mhm. Donc on prend un Excel et on modélise quelque part un peu l'impact qu'on va avoir chez le prospect. Donc voilà, on va dire peu importe hein, que ce soit une société de Ouais. service ou ça, c'est bon ben aujourd'hui votre situation actuelle, c'est ça. Euh, donc nous, par exemple, avec notre fameuse solution, le Smart Seller, l'impact de notre solution, c'est augmenter le taux de conversion, c'est réduire les cycles de vente, c'est augmenter le panier moyen et c'est faire gagner du temps aux commerciaux. Donc voilà, j'ai un petit Excel et je dis bon, vous avez combien de commerciaux aujourd'hui? Ok, vous avez 10 Tu remplis. commerciaux. Euh, ouais, voilà, vous êtes 10 commerciaux aujourd'hui. Votre panier moyen, il est à 10 000 € par an. Vous avez un taux de conversion de 30%. Ben en fait avec la solution, votre taux de conversion va passer de 30% à 35% et le panier moyen va passer de 10 000 € à 11 000 €. L'héroïse, t'es capable de le calculer On, directement on après. calcule, voilà, c'est très simple. Parfois c'est ma deuxième slide de ma présentation commerciale. Il voit ça et puis ben derrière je place mon prix et mon prix c'est un Ça passe dixième. mieux. Voilà, et quand c'est des grosses structures, parfois c'est un deux centième de ça, donc Ouais. c'est très factuel. Et ce qui est gênant avec ça, c'est que c'est reste qu'un modèle, hein, c'est pas la vérité absolue. Mais en faisant ça, euh, quelque part, on montre au prospect qu'on a compris comment son business fonctionnait. Et si ça marche pas, il va le dire. Il va dire, ouais, mais moi je crois pas. Vous vous dites que grâce à cette fonctionnalité-là, le panier moyen va passer de 10 000 à 11 000. J'y crois pas. Donc, Donc à là, minima, on a un feedback. Et du coup, ok. Et vous voyez, par contre, je vois la valeur de gagner du temps. C'est vrai que mes commerciaux, à chaque propal, ils passent 2 heures quand même dans leur PowerPoint. Et c'est vrai qu'avec ta solution, ils passeront plus que 10 minutes. Et ça, en fait, vu le nombre de commerciaux que j'ai et la lenteur, etc., en fait, au lieu d'avoir 10 commerciaux, je pourrais me retrouver qu'à 8 commerciaux. Et un commercial, ça me coûte quand même 150 000 € par an. Donc, si tu me fais gagner 2 commerciales par an, tu me fais gagner 300 000 €. Et donc là, il me dit comment, pour le prochain prospect, changer un peu mon discours et mon ROI. Et donc, faut pas avoir peur d'essayer de modéliser, de factualiser les choses. Les gens vont réagir et améliorer. Et à un moment, au les fur et à choses, mesure. voilà. Ok. Donc là, j'allais te poser une question sur les choses faciles qu'une entreprise peut mettre en place directement, rapidement, des quick wins, en quelque sorte, pour améliorer sa perception de valeur, son value selling, son pricing, enfin sa stratégie de pricing. J'imagine du coup ce calculateur de ROI, c'est quelque chose qui peut être aussi Ouais, implémenté. Est-ce que très tu as facilement. d'autres tips? Oui. Les autres tips, ce que je vois assez souvent, c'est pas du tout une bonne politique de remise. Ok. Les politiques de remise, ce sont des armes très puissantes pour conclure des deals. Euh, on peut avoir voilà pas mal d'impact sur le comportement d'achat du côté du prospect, mais attention, il faut avoir une vraiment très très bonne politique de remise. Donc une politique de remise, c'est un ensemble de règles. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est de donner une remise comme ça. Voilà, ok, bon, Ouais. je vous donne 10%, je vous donne 20% parce que je vous aime bien. Jamais, 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 jamais. Même un grand compte, il faut toujours, on revient un peu aux échanges commerciaux, du win-win. Ok, vous voulez, bon, voilà, j'ai signé un deal il y a pas très longtemps à 55 000. Enfin, Mhm. à vrai dire, à 49 900. Mais initialement, c'était 55 000. Et c'est le PDG voilà d'une entreprise qui fait quelques dizaines de millions. Et il a dit bon, moi, au-delà de 50 000, je dois passer devant un comité. Mais si tu me fais une remise, je signe dans la semaine.
et on passe pas devant le comité. Bon, Ouais. voilà. Le choix est vite Donc, fait, quoi. win-win. Là, il signe Ouais. parce que je lui fais la remise, comme ça, il signe plus tôt. D'autres remises fréquentes, c'est sur base de la durée d'engagement. Hein, on fait un contrat récurrent. C'est quoi, si vous signez pour 1 an, je vous fais 10% de remise. Okay. Vous voulez un meilleur prix, pas de souci. Alors, en échange de votre témoignage que je peux mettre sur mon site internet, ou d'utiliser votre logo, je vous fais une remise si effectivement vous achetez plus de volume. Donc, il faut toujours un jeu de remise, toujours, pour anticiper quand ça passe pas au niveau du prix. Toujours. Okay. Toujours. Donc donc il faut sortir, et quand on a un bon jeu de remise, en fait ça devient plus vraiment une négociation, ça devient plutôt une discussion. Vous voulez un meilleur prix, ok, voici j'ai les différentes cartes, choisissez la carte que vous voulez pour atteindre le meilleur prix, je voulais choisir, moi tout me va. Vous payez plus tôt, vous engagez sur une plus longue période, vous me faites un témoignage, vous me faites des introductions, vous prenez vos décisions dans les prochains jours, je serai content quelle que soit votre décision. Ça fait partie de ma politique de prix. Donc ça c'est très important. Même, j'ai l'impression, c'est mieux perçu que de juste donner 10% de remise comme ça sur un truc. Ça veut dire que, c'est de nouveau la perception. Ouais. Ça montre du professionnalisme, ça montre de l'expérience, ça montre qu'on parle le même langage, ça montre qu'on n'est pas obsédé par maximiser le deal, mais que vous avez des choses, voilà, qui peuvent être intéressantes pour moi, et moi je peux valoriser le cash flow, je peux valoriser la durée du contrat, parce que j'ai des investisseurs, donc plus les contrats sont longs, plus ma valo est élevée. Donc il y a des choses que vous pouvez faire et qui vont pas forcément vous heurter, et au contraire, vous allez payer moins. Et moi, la valeur d'avoir votre tête, cher PDG, sur la homepage de mon site web qui dit waouh, Gimmify, c'est génial. Voilà, gros impact en 6 mois. La valeur de ça, elle vaut bien les 5 000 euros. Okay. Donc, et du coup, et moi, j'essaye avec ma société de rendre les échanges entre les vendeurs et les acheteurs beaucoup plus sympathiques, que ça devient la discussion plutôt que la négociation, que ça devient vraiment du win-win, et le plus vite possible. Donc voilà, ça c'est ce que je recommande tout le temps. Ben sur mon site, j'ai fait ce qu'on appelle une cheat sheet, une page A4 qui recensie un peu toutes les typologies de remises qu'on trouve dans le B2B. Donc et dans quelle situation utiliser quelle remise. Donc ça peut être assez utile pour ceux qui sont désirés d'en voir. Je le mettrai dans la description de l'épisode. Ça, c'est plutôt cool, ouais. Eh ben, parce que là, on arrive à la fin, Laurent David. Là, tu dois aller chercher tes enfants, je pense. Oui, totalement, ouais. Bon, et bah, du coup, et ben, moi, ma question là, c'est si tu devais récapituler un peu tout ça, un mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais en termes de pricing avec les appels d'offres? Oui, sur les appels d'offres, certes, souvent c'est très cadenassé, rigide, et on se dit bon, il faut remplir un peu des formulaires. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, hein, le value packaging et le value selling ont énormément d'impact. Donc le choix des mots, l'ordre dans lequel on met certains éléments, pensez absolument à la valeur perçue. Comment est-ce que le lecteur va percevoir tout ça? Il va comparer le prix, et de nouveau ce prix unitaire au budget total, il va le regarder au regard de la valeur, et vous dites pas que c'est forcément le moins cher qui va l'emporter. Essayez d'avoir le rapport valeur perçue prix le meilleur, et ça c'est important. Donc voilà, soyez davantage obsédés par la valeur perçue que par le prix en lui-même. Et voilà, et continuez de tout le temps d'itérer, chercher. Il y a toujours moyen de s'améliorer. Donc voilà. Super. Et ben, merci beaucoup, Laurent David. Merci beaucoup d'avoir accepté de parler de tout ça. Et du coup, si les auditeurs devaient te contacter, comment ils peuvent faire? Moi, je suis très présent sur LinkedIn, donc ils peuvent m'ajouter sur LinkedIn, Laurent David Austin. Ils m'ajoutent, ils m'envoient un petit message, et la connexion sera faite. Et sinon, sur mon site internet, donc getgiveme5.com. Là, j'ai mis plein de petits outils, des templates, des cheat sheets. Voilà, c'est un sujet quand même assez complexe. Dans toutes les entreprises, c'est un peu du bricolage. Et voilà, j'ai développé vraiment une panoplie de petits outils assez pratiques. Donc, même sans me contacter, il y a certainement de la valeur qu'ils peuvent aller chercher là. Et puis. Il n'y avait pas un événement?
J'organise un événement, donc le 20 mars. Donc comme j'ai dit, je suis bruxellois, donc ce sera à Bruxelles. J'ai loué un très très chouette endroit. Donc c'est une chouette villa, mais aménagée pour les événements B2B. Et c'est une journée complète sur le thème du value packaging et pricing des sociétés de services. Donc tous ceux qui facturent à l'heure, à la journée ou font des projets et sentent qu'il y a quelque chose qui va pas, n'ont pas assez de profit ou voudraient explorer des nouveaux modèles avec des packs, passer en modèle d'abonnement de service, voire avec des crédits ou des commissions. J'ai aidé vraiment beaucoup d'entreprises de services à tenter des nouveaux modèles avec succès et ça a bien boosté les profits. Et voilà, face à la demande, j'ai eu cette idée d'organiser une journée entière sur ce thème. Donc ça va être une journée pas conférence, ça va être une journée d'atelier. Donc c'est Très vraiment bien. travailler concrètement sur Du son concret. cas, du très concret, avec des guides, avec des outils. Il y aura différents experts en la matière, donc on sera là pour aider. C'est place limitée, que 50 personnes parce qu'on va vraiment garantir la qualité. Et vraiment je pense que c'est un très très bon investissement. C'est une journée dans la vie d'une entreprise, d'un entrepreneur, avec des impacts qui peuvent, ça dépend de la situation de l'entreprise, mais qui peuvent être assez colossaux. Donc, N'hésitez pas à aller voir Laurent David, je vous le conseille fortement, vraiment, parce que c'est le moment. En tout cas, si vous avez un sujet sur le pricing, c'est une bonne chose à faire. Moi, je l'ai déjà fait et je ne vais pas tarder à le refaire encore une fois. Ouais. Donc, cool. merci LD et merci à la prochaine. Là, c'était très chouette. À la prochaine. Et, j'espère avoir aidé pas mal de gens comme ça. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Masters of Tenders. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Votre soutien est vraiment crucial pour faire découvrir ces épisodes au plus grand nombre. Enfin, si industrialiser vos processus de réponse aux appels d'offres est dans vos objectifs, découvrez TenderCrunch. Notre logiciel utilise l'intelligence artificielle pour automatiser et simplifier ces processus, augmentant ainsi la qualité de votre réponse et vos chances de succès. Merci pour votre soutien et à bientôt pour un nouvel épisode de Masters of Tenders.